Bonsoir chers auditeurs, je suis heureux de vous accueillir dans une nouvelle édition du Libre Journal des Sciences et des Techniques. Ce Libre Journal est dirigé par votre serviteur Paul de Hevels. Je signale que cette émission est préenregistrée, du coup vous ne pouvez pas poser de questions en direct, par contre vous pouvez me transmettre vos questions et vos observations, de préférence par courriel, à mon adresse mail qui est Paul, le prénom, suivi sans séparation de De Hevels, c'est mon nom de famille, ça s'écrit D-E-H-E-U-V-E-L-S, @sfr.fr. Sinon, vous pouvez aussi envoyer un courrier à mon intention à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Cette émission revêt pour moi une certaine importance parce que il s'agit de questions que j'ai du mal à comprendre, puisque vous avez des experts qui disent tout et le contraire. C'est le titre de l'émission, c'est les pollutions du quotidien, et nous parlerons tout particulièrement de particules fines ou ultra fines peut-être, disons grosses, moyennes, petites, qui sont émises par toutes sortes de phénomènes, dont les épandages agricoles, dont les voitures, les camions et les chauffages, entre autres. Et donc, nous avons, pour parler de ces questions, 3 experts, qui sont Monsieur André, votre prénom Grégory André, Monsieur Vincent Péné, alors Péné c'est P-E-Y-N-E-T, oui, et Monsieur Gilles Dixot, qui est le docteur Gilles Dixot, alors il faut pas que je... D-I-X-S-A-U-T. Ah oui, D-I-X-S-A-U-T. Alors Monsieur Gilles Dixot, le docteur Gilles Dixot, est un grand expert sur les maladies transmises par les particules fines, ultra fines et ainsi de suite, qui sont, paraît-il, une calamité pour les poumons, pour la santé des gens. Alors, là-dedans, eh bien, la question est la suivante. Est-ce qu'on court un risque en se déplaçant dans Paris à pied, en voiture, ou est-ce qu'on fait courir un risque aux autres usagers? Est-ce qu'il vaut mieux rouler un vélo avec les échappements de voiture sous le nez, ou en autobus ou en métro? Ce sont des questions qui se posent. Alors, je précise que je ne veux pas faire de cette émission une émission polémique, mais nous avons eu dernièrement Christian Gérondeau, qui a écrit un livre à ce sujet que je citerai, mais tout à l'heure, pour minimiser, montrer que la qualité de l'air à Paris est meilleure que celle que on décrit habituellement. Alors vous savez qu'à Paris, par exemple, vous avez, lorsque la qualité de l'air est jugée mauvaise par les appareils de mesure d'air Parif, eh bien, on oblige les gens à circuler avec une circulation alternée, les plaques paires ou impaires, et la question qui va se poser, c'est est-ce que ceci est utile ou pas? Et je ne vais pas faire l'émission moi-même, je vais peut-être donner la parole d'abord à Monsieur Vincent Péné. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation. Donc les polluants qu'on a au niveau de notre quotidien, on va peut-être aborder le sujet par la pollution de l'air extérieur, celle qu'on respire quotidiennement quand on est à l'extérieur. Donc il y a un certain nombre de polluants qu'on peut citer, comme les particules fines et puis les particules ultra fines, certains polluants comme le dioxyde d'azote, l'ozone et les oxydes de soufre et les autres oxydes d'azote. Et donc un certain nombre de particules de polluants qu'on peut retrouver. Donc aujourd'hui, les associations de surveillance de la qualité de l'air extérieur sont en charge donc de cette mesure. Donc elles instrumentent les villes, elles instrumentent également les campagnes pour mesurer ces polluants, informer
les populations sur les niveaux de pollution, faire des prévisions et donc inviter les gens à prendre connaissance de cette pollution. Et donc voilà, les indicateurs sont présents dans les journaux télévisés aujourd'hui sur la pollution de l'air extérieur. On abordera aussi la problématique de la pollution des eaux ou de la pollution des sols, ainsi que ce qu'on peut retrouver dans nos environnements intérieurs, dans nos habitations, qui est beaucoup plus accentuée que celle qu'on peut trouver à l'extérieur. Alors, je voulais mentionner, vous pouvez trouver sur le site d'Airparif toutes les indications sur les mesures quotidiennes d'un certain nombre de produits considérés comme polluants vis-à-vis de la santé humaine. Alors, vous avez cité le taux d'ozone, le dioxyde d'azote, et il y a des mesures qui sont affichées sur les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres et les particules ultra fines. Alors je ne sais pas si c'est la bonne définition. Alors, les particules fines, ce sont les PM2,5. Les PM10, les PM10, ce sont des PM grossières. Bon, donc les particules grossières dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, les particules fines, et docteur Dixot, vous allez parler des particules ultra fines qui pour le moment ne sont pas mentionnées par les mesures d'Airparif et qui sont peut-être les plus dangereuses. Alors, je cite ce que j'ai vu le 30 novembre 2022. Vous avez 47 microgrammes par mètre cube d'ozone, 6 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote, 10 microgrammes par mètre cube de grosses particules, si vous voulez, et 5 microgrammes par mètre cube de particules fines. Et ça, c'est à Fontainebleau. Et à Paris, ça passe, alors c'est 47, 6, 10, 5, ça passe de 17, 37, 24, 14. Bon. Et en fait, si vous voulez, ça veut dire que, en gros, à part l'ozone qui est plus élevé à Fontainebleau qu'à Paris, eh bien, il y a par exemple de dioxyde d'azote en quantité, c'est-à-dire 6 fois plus à Paris qu'à Fontainebleau, et les particules grossières, c'est 2 fois plus, et les particules fines, c'est à peu près 3 fois plus qu'à Fontainebleau. Alors, cette réglementation est à comparer avec la réglementation européenne, parce que la réglementation européenne donne des objectifs de qualité, et si vous voulez, ces objectifs de qualité sont en fait parfaitement satisfaits par n'importe laquelle de ces deux mesures, puisque les valeurs limites sont 50 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, suivant par exemple sur les différentes particules, ça varie, c'est entre 50 et 30 microgrammes, et en Europe, c'est l'objectif de réduction, c'est d'arriver à 25. Bon, ça veut dire qu'en fait, ces chiffres peuvent être considérés comme bons vis-à-vis des règles européennes, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles sont bonnes vis-à-vis de la santé publique. Alors, docteur Dixot, je vous vois, vous énerver parce qu'on ne parle pas assez du fait que ces niveaux sont quand même toxiques pour la santé, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous parliez de la toxicité des particules grossières, fines et ultra fines, qu'on ne mesure pas ici. Alors, je dirais que les modes de mesure de la pollution particulière sont inadaptés, parce que l'effet des particules est fonction de deux paramètres. D'une part, la surface développée des particules, qui est l'inverse du cube du diamètre, et le nombre de particules. Donc les particules qui sont mesurées réglementairement en masse par mètre cube, je dirais que c'est un résultat qui ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de compter les particules et d'avoir leur diamètre pour pouvoir en déduire la surface développée. Alors, pourquoi ces deux facteurs, c'est-à-dire le nombre et la surface? Parce que l'effet je dirais irritant des particules est directement en fonction de leur surface développée. Je vais prendre un exemple très concret. Vous prenez une masse de particules avec un filtre à particules, vous divisez la masse par 100.
C'est ce qui se fait couramment avec un filtre à particules. Vous divisez la masse par 100, mais si vous divisez le diamètre moyen par 10, la surface totale des particules reste identique et le nombre est multiplié par 10. C'est-à-dire qu'un filtre à particules courant, en fait, il est très satisfaisant si on s'exprime en termes de masse, mais il n'est pas du tout satisfaisant si on s'exprime en termes d'effet sur la santé des particules. Vous parlez, docteur Dixot, de filtres à particules. C'est essentiellement les filtres à particules qu'on trouve dans les véhicules. Qu'on trouve dans les véhicules, mais qu'on trouve aussi ailleurs, qu'on trouve aussi dans l'industrie, parce que dans l'industrie, il y a des filtres à particules qui sont beaucoup plus performants, en particulier les filtres électrostatiques qui vont avoir un effet sur les particules ultra fines, alors que le filtre qu'on voit sur les véhicules, il est très peu efficace sur les particules ultra fines parce qu'on a mécaniquement un trou de filtration entre 100 et 400 nanomètres. Donc l'expression de la pollution sous forme de microgrammes par mètre cube, je dirais que c'est une expression qui est inappropriée. Par exemple, lorsque on teste les véhicules maintenant, on teste non pas une masse de particules à la sortie, mais on teste un nombre de particules. Et la norme Euro 6 est actuellement de l'ordre de 6,10 puissance 12 particules par kilomètre, c'est-à-dire 6 000 milliards de particules par kilomètre pour être conforme. Et d'ailleurs plus dans les véhicules essence que dans les véhicules diesel, mais c'est pas du tout la même composition. Donc les normes européennes sur les véhicules s'expriment en nombre de particules. Alors que la réglementation sur, la pollution ambiante particulière s'exprime toujours comme il y a 50 ans, en masse de particules par mètre cube, ce qui, en termes d'effet sur la santé, n'est pas du tout représentatif des particules. Alors ce que vous dites en quelque sorte, c'est qu'il y a des normes, il y a des mesures qui sont faites par Airparif et que ces normes ne sont pas adaptées parce que ce ne sont pas des normes qui permettent de mesurer réellement l'effet nocif de ces particules. Ça ne permet pas en effet de mesurer l'effet sur la santé, directement l'effet sur la santé. Bon, et une partie de ces mesures d'Airparif se fait par modélisation, c'est-à-dire que pour les PM2.5, ils ont 1 ou 2 points de mesure et à partir de ces 2 points de mesure, ils vont faire une modélisation. Pour faire de l'extrapolation. De l'extrapolation. Alors que si on prend, il y a par exemple le réseau Polytrack par exemple sur Paris qui est un réseau de mesure mobile avec des capteurs mobiles. Il y a 400 capteurs qui circulent sur des véhicules électriques et qui mesurent en temps réel dans Paris, ce qui permet d'avoir une mesure qui est beaucoup plus représentative de la réalité à un temps donné et qui ne tient pas compte d'une modélisation mais d'une réalité. Donc le système de mesure qui est imposé par le ministère de l'Environnement et par l'Europe finalement n'est pas représentatif. Ça correspond à rien. Des effets sur la santé. Et d'autre part, l'OMS a fixé des objectifs qui sont très très différents des objectifs européens, qui sont très inférieurs en termes de concentration particulière par rapport aux objectifs européens. Et donc il y a une distorsion entre ce qu'on nous dit au niveau réglementation française, européenne, on nous dit c'est satisfait, l'OMS qui nous dit c'est pas du tout satisfaisant, et les physiologistes comme moi qui nous disent de toute façon vos outils de mesure, ils sont représentatifs de pas grand-chose parce que ils sont pas représentatifs des effets physiologiques de ces particules sur la santé. Alors, Monsieur Vincent Péné, vous vouliez... Oui, je voulais dire quelques mots aussi sur ces particules. Alors on a parlé de filtration. Peut-être que vous faisiez référence aux filtres HEPA. Qui sont des filtres électrostatiques assez efficaces sur une certaine partie de la pollution particule. Après la mesure qui est faite par Airparif, donc c'est avec des capteurs qui sont bien spécifiques avec un cahier des charges assez important. On leur demande d'être normés, de répondre à certaines exigences normatives. Alors ces appareils coûtent assez cher et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément qui sont déployés et que des initiatives comme celle de Polytrack d'avoir finalement une cartographie un petit peu en temps réel permet d'avoir quelque chose de plus acceptable pour avoir des informations réalistes sur les niveaux de pollution en temps réel.
Après, Airparif a quand même un réseau de capteurs qui mesure à la fois un bruit de fond et à la fois des zones de circulation. Et on voit bien que certains polluants qui sont caractéristiques, par exemple, de la circulation automobile, sont bien retrouvés, comme le NO2, sont bien retrouvés dans les secteurs où on va avoir une grosse circulation automobile. Et de la même façon aussi particules. Il y a Airparif, mais il y a aussi les données de surveillance données par les associations agréées. Airparif, ASQA. Association agréée de la surveillance de la qualité de l'air. Bon, est-ce que ces résultats des associations agréées apportent quelque chose ou c'est simplement une espèce de précision locale ? Les résultats de ces associations apportent des choses, mais comme je le disais, les méthodologies de mesure sont des méthodologies de mesure imposées par des réglementations avec des appareils qui sont sans doute des appareils tout à fait performants, mais qui sont pas direct, qui étaient tout à fait en rapport avec la pollution industrielle d'autrefois, mais qui ne sont plus adaptés aux polluants d'aujourd'hui, puisque on sait par exemple qu'en termes de pollution particulière, la pollution actuelle s'est déplacée des pollutions grossières vers des pollutions ultra fines. Et c'est ça qu'il manque dans la mesure. Et il n'y a pas de mesure agréée des particules ultra fines. Non. Alors, si vous voulez, j'ai devant moi une carte de France des particules fines sur les zones en France les plus polluées par les particules fines. Alors c'est évident qu'on peut pas montrer une carte comme ça à la radio, mais je dirais il y a le tiers nord de la France, en allant du nord de la France presque jusqu'en Bretagne, avec Paris, les villes, les métropoles du Nord-Pas-de-Calais et les métropoles, les zones industrielles de la Moselle. Ensuite, vous avez tout le massif central où il se passe pas grand-chose, et puis le sud de la France qui reste tranquille, si vous voulez, et puis ensuite, après, vous avez le couloir rhodanien et Marseille qui est assez pollué. Alors, ce qui se passe, c'est quand même surprenant de constater que pour les particules fines, il n'y a pas beaucoup de différence entre, mettons, les zones campagnardes de l'Oise et de la Moselle, c'est-à-dire c'est uniformément gris. Alors, ça serait intéressant de savoir si on pouvait obtenir des cartes comme ça pour les particules ultra fines. Et docteur Dixot, vous dites que non. Si, on peut l'obtenir. On sait faire. C'est faire, mais sur quelle mesure ? Airparif ne les mesure pas. Airparif ne les mesure pas parce que ça n'est pas dans son cahier des charges. Par contre, on sait faire. Alors, si vous voulez, maintenant, ce qui serait intéressant pour nous, docteur Dixot, je vous parle à vous puisque vous êtes notre expert médical, ça serait que vous fassiez un exposé sur la nocivité des différentes particules. C'est-à-dire que vous avez en particulier les particules fines, ultra fines, pour lesquelles on ne dispose pas de mesures publiées par Airparif, mais vous dites que les mesures existent. En quoi ces différentes particules ont-elles une influence sur la santé publique ? Alors, il y a d'une part le diamètre des particules qui intervient dans leur diffusion, et puis il y a la composition des particules, puisque les sources de particules sont multiples. On a même des particules qui sont des particules d'origine tout à fait naturelle. On a des particules qui sont d'origine volcanique, il y a des particules qui sont liées à l'érosion des sols, on a des particules qui viennent des poussières sahariennes, tout ça c'est de la silice. Et puis il y a d'autres types de particules qui sont des particules, je dirais les particules diesel, qui ont une composition très spécifique. Surtout du carbone peut-être. C'est du carbone et c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques et voire des hydrocarbures semi-volatiles. Pardon. Les hydrocarbures semi-volatiles sont des hydrocarbures qui sont émis par la combustion, qui sortent sous forme de gaz et qui en refroidissant vont se transformer en particules. Enfin, donc la composition des particules est extrêmement diverse. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement se fonder sur le diamètre des particules, mais aussi sur leur composition
pour savoir quel sera leur effet en termes d'effet sur la santé. Alors maintenant, si on raisonne en termes simplement de diamètre particulaire, les particules, quand elles pénètrent dans l'arbre respiratoire, mais leur effet n'est pas seulement respiratoire, puisque aussi les particules et les particules fines vont se déposer sur la peau, où elles vont avoir un effet en termes de maladies dermatologiques. C'est ça, on en parle peu. Oncologique, du cancer, en fait. Pas seulement, mais surtout irritatif. L'allergie. Allergie, mais irritatif, mais les phénomènes irritatifs peuvent avoir ensuite des développements dans d'autres secteurs comme l'allergie, comme le cancer. Mais enfin, sur la peau, la pollution particulière et les autres pollutions vont avoir un effet. Quand on parle de pollution particulière, on pense tout de suite à la pénétration dans les voies aériennes. Si vous avez des particules grossières... Permettez, je vous interromps, ce que vous dites. Je souhaite que vous continuez, mais on pourrait comparer ça avec, par exemple, les particules du tabac. Tout à fait. Mais le tabac, c'est une forme de pollution qui est encore un peu plus complexe que... Elle est volontaire, celle-là. Elle est volontaire. Enfin, pas forcément volontaire, puisqu'il y a le tabagisme passif, primitif ou secondaire, puisque il y a aussi du tabagisme secondaire dans les pièces où l'on relargue les polluants qui ont été déposés sur les... Le tabac a été extrêmement étudié, comme vous le savez bien, et par exemple, ce sont des produits qui sont extrêmement cancérigènes, ouais. Et donc on sait bien cet aspect-là. Mais qu'est-ce qui est cancérigène dans le tabac? Ce sont les particules ultra fines, les particules... Il y a des tas de choses qui sont cancérogènes dans le tabac. Il y a des produits radioactifs. Il y a du polonium, il y a des composés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fumée. Il y a tout un grand nombre de composés cancérogènes dans le tabac, et aussi dans le tabac il y a l'effet cocktail, c'est-à-dire la multiplication des différents polluants que l'on va trouver dans la fumée de tabac, puisque dans la fumée de tabac il y a plus d'1 millier de composés différents, dont des composés radioactifs. Alors vous dites qu'essentiellement dans les particules fines, on a une espèce de mesure extrêmement grossière qui ne rend pas compte de leur nocivité individuelle en cocktail. Alors, je parlais là ensuite de la pénétration des particules. Les particules les plus grosses, les plus grossières, les PM10, au niveau des voies aériennes, elles vont s'arrêter dans les voies aériennes supérieures. Elles vont pas aller beaucoup plus loin. Et en fait, elles vont être éliminées par la déglutition, puisque il y a un phénomène de lavage permanent à la fois au niveau du nez, du pharynx. Les particules fines, c'est-à-dire les PM2,5, vont elles pénétrer beaucoup plus loin dans l'arbre respiratoire et vont aller jusqu'à des bronches de petit calibre. Les particules ultra fines, c'est-à-dire que là on arrive à des PM0,1. Alors excusez-moi, PM, particules matter, PM, matière particulière. C'est la matière particulière. Alors il y a 10 microgrammes par mètre cube. Non, qu'est-ce que je raconte? 10 micromètres. 10 micromètres, 2,5 micromètres et en dessous 1 micron et 0,1 micron. Voilà. Enfin, donc et ensuite il y a les 0,01 microns, voilà. Les particules ultra. Alors, plus c'est fin, plus c'est dangereux. Alors plus c'est fin, plus ça va loin. Et le problème n'est pas seulement de savoir si ça va loin, plus ou moins loin, mais qu'est-ce que c'est comme contenu. Quand vous avez des particules ultra fines, c'est-à-dire des PM0,1, les PM0,1, elles vont passer directement dans la circulation. Elles vont pénétrer dans le poumon, mais elles vont ensuite passer dans la circulation et on va les retrouver dans l'organisme entier. C'est-à-dire que ces PM0,1 vont être responsables, par exemple, des accidents cardiovasculaires liés à la pollution, parce que elles vont aller se fixer dans tous les vaisseaux, et en particulier lorsque les vaisseaux sont déjà un peu abîmés, athéromateux, elles vont, ces particules ultra fines, aller se fixer sur ces athéromes et engendrer une aggravation des maladies cardiovasculaires, et en particulier de l'athérome. Donc ces particules, selon leur taille, vont aller dans différents endroits. Les particules ultra fines vont également traverser le placenta et se retrouver chez le fœtus. Oui. Et on les retrouve quand on inhale des particules ultra fines radioactives pour faire des tests, on les retrouve dans l'urine 15 minutes après. C'est affolant. Ce qui veut dire que non seulement ça passe dans la circulation, ça passe
ça passe dans l'urine et c'est éliminé dans l'urine. Enfin bon, on a des imageries radioisotopes en faisant inhaler des particules ultra fines, c'est-à-dire des particules de 20, 30, 100 nanomètres qui vont passer dans toute la circulation. Et ce sont ces particules-là qui sont les plus agressives en termes d'effet sur la santé. Il y a un autre effet des particules, celles-là sont plutôt les particules fines, c'est l'effet allergénique des particules. Parce qu'en fait, ces particules vont se fixer sur les pollens, puisque les pollens transportent dans l'atmosphère tout ce qui traîne autour, et donc il y a des effets d'agrégation. Et ces particules se fixant sur les pollens vont avoir un double effet, c'est-à-dire que d'une part, ça va augmenter l'effet allergisant des pollens, et d'autre part, ça va avoir un effet d'éclatement des pollens, c'est-à-dire que ça va faire libérer par les pollens les allergènes qui sont contenus à l'intérieur. Donc, ça, c'est un effet nombre de particules. Plus vous avez de particules en suspension, plus ces particules vont pouvoir aller se fixer sur les pollens, et plus ces particules vont augmenter l'effet allergisant des pollens. D'où l'un des effets, c'est l'augmentation des allergies en période de pollution, parce que la pollution particulière va augmenter l'effet allergisant des pollens en suspension dans l'atmosphère. Et ça, c'est un effet qui est un effet nombre. Plus vous avez un nombre de particules fines, plus cet effet sera important. Alors c'est quelque chose qui est assez affolant, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut y échapper ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas obligatoire d'avaler un certain nombre de particules en tout genre lorsqu'on mène une vie normale ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'air soit parfaitement pur. On ne peut pas imaginer que l'air soit parfaitement pur, parce qu'en particulier, vous avez des pollutions qui sont d'origine naturelle. C'est-à-dire que l'érosion des sols, par exemple, va fournir un certain nombre de particules en suspension. Quand vous avez des vents qui viennent du Sahara, vous avez des particules de sable saharien qui sont en suspension. Mais ces particules sont en général des particules minérales. Et ces particules... Elles peuvent être radioactives. Elles peuvent être éventuellement radioactives. Enfin bon, ça dépend d'où vient la pollution. On a parlé du Sahara, mais le problème se pose essentiellement avec un certain nombre de types de particules qui sont des particules qui contiennent des hydrocarbures divers, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Enfin, c'est celles-là qui sont les plus nocives. Qui sont en pratique les plus nocives, parce que ce sont des composés cancérogènes qu'il y a dedans. Ils sont reconnus comme cancérogènes. C'est reconnu comme cancérogène depuis 2012. Notamment le benzoapyrène. Par l'OMS. Donc, alors ces particules-là proviennent en général, enfin le plus souvent, soit de sources industrielles. En fait, ce sont des particules de combustion. Et puis aussi du trafic routier, en particulier du trafic diesel, puisque ce sont les véhicules diesel qui sont les émetteurs principaux d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, soit en surface de particules, soit même en particules d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les véhicules essence émettent aussi des particules, qui sont des particules plus fines encore, mais qui sont essentiellement des particules purement carbonées. Et donc, il n'y a pas ou peu d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dessus. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va tolérer comme type de particules. Ensuite, il y a d'autres types de particules qu'on voit surtout dans nos villes maintenant, qui sont des particules dites secondaires. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas émises par une source précise, par une source individualisée de particules, mais ce sont des particules qui sont fabriquées par de la réaction chimique, parce que l'atmosphère est un énorme réacteur chimique, qui sont fabriquées par la réaction chimique entre d'autres composés primaires. Et il y a un exemple que l'on voit très souvent en ville, c'est la réaction entre l'ammoniac. Alors, l'ammoniac qui vient du trafic pour une part, mais qui vient aussi des champs qui sont autour des villes. La réaction avec le dioxyde d'azote qui vient du trafic, essentiellement du trafic diesel, qui venait autrefois un peu de l'industrie, mais c'est beaucoup moins le cas, qui vient essentiellement du trafic diesel, et et ces deux composés vont composer des particules ultra fines, un composé nitré.
c'est du nitrate d'ammonium. Et ces particules de nitrate d'ammonium ne sont pas très dangereuses en elles-mêmes, mais elles vont s'agréger entre elles. Elles sont ultra fines, c'est-à-dire qu'elles sont au départ de l'ordre de quelques nanomètres ou dizaines de nanomètres. Elles vont s'agréger entre elles parce que les particules s'agrègent toujours entre elles, mais elles vont agréger avec elles aussi d'autres composés qu'elles vont trouver dans l'atmosphère. Tout ça, ça va grossir progressivement et à la fin, on va avoir des particules fines, des PM2,5, puis des PM10. Les PM10, c'est un peu la fin du processus. C'est-à-dire que c'est des agglomérats de particules. Ce sont des agglomérats de particules, et ce qui est regrettable, c'est qu'on commence à s'intéresser au problème réglementairement que lorsqu'on est arrivé à des PM10, alors que le danger est passé. D'accord. Mais alors donc, ce que vous dites, c'est que toutes les mesures et les normes qui sont établies sont absolument inadaptées. Elles sont obsolètes. Inadaptées. Et donc, en fait, si vous voulez, mais comme elles sont inadaptées, ça présente même aucun intérêt aussi. Ça présente un intérêt de limiter les particules, comme l'organisation européenne donne des objectifs de qualité, par exemple, pour les particules des PM2,5, de ne pas dépasser 50 mg par mètre cube. Alors vous allez hurler... Microgrammes par mètre cube. Microgrammes par mètre cube, dépasser plus de 35 jours par an. Bon, ça, c'est très grossier. C'est quelque chose d'assez grossier, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet quand même de repérer un certain nombre de sources de pollution et de savoir quelles sont les régions, les zones qui sont plus particulièrement polluées et les zones dans lesquelles il faut agir. Mais c'est pas... c'est pas suffisant physiologiquement pour pouvoir dire quels seront les effets sur la santé de ces concentrations qui ne devraient pas être dépassées, mais qui sont pourtant régulièrement dépassées. Alors, ce sont des indicateurs. Oui, ce sont des indicateurs qui servent à mesurer d'une certaine façon la qualité de l'air. Après, tous les indicateurs ont leurs imperfections, et donc ça permet aussi de voir les progrès qui peuvent être faits sur les autres diamètres. Alors on parle uniquement de la pollution atmosphérique, mais on ne parle pas de la pollution de l'eau, la pollution par des pesticides. Est-ce que c'est aussi un... N'oubliez pas que la pollution atmosphérique va se retrouver dans l'eau. Oui, mais la pollution dans l'eau ne va pas nécessairement se retrouver dans l'atmosphère. Enfin, c'est-à-dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la pollution, les PM10, il y a un moment où les PM10 retombent au sol, parce que ce sont des particules assez grosses, qui, entraînées par leur poids, vont tomber au sol, qui vont être ensuite ravinées par la pluie, qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, ces composés de la pollution atmosphérique, à un moment, on va les retrouver dans l'eau. Bon, alors, si vous voulez maintenant, docteur Dixot, je rappelle votre nom, puisque docteur Gilles Dixot, vous êtes dans cette émission l'expert médical le plus titré pour parler de ces questions. Si vous voulez, en gros, il faut vivre dangereusement. On vit dangereusement, mais jusqu'à quel point peut-on vivre dangereusement? C'est-à-dire quel est l'impact de la présence de particules grossières, fines, ultra fines sur la santé publique? Est-ce qu'on peut en avaler sans être nécessairement atteint? Quelle est l'influence de ceci sur la prévalence du cancer, par exemple? Alors, je dirais que c'est une question à poser aux épidémiologistes, parce que on peut raisonner que de manière statistique dans ce cas-là. Vous ne pourrez jamais dire, c'est comme la cigarette, vous ne pourrez jamais dire à quelqu'un c'est cette cigarette-là qui vous a donné le cancer du poumon. Mais c'est la cigarette plus peut-être d'autres facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques. Et pour la pollution, c'est pareil. C'est-à-dire que on n'est pas égaux devant les maladies, jamais. Vous pourrez parfaitement fumer toute votre vie de grandes quantités de tabac et n'être jamais malade, alors que d'autres vont avoir un cancer du poumon, même sans avoir jamais fumé, mais du fait de la pollution. Parce que la pollution atmosphérique, particulière en particulier, mais pas seulement, la pollution atmosphérique liée à des irritants comme le dioxyde d'azote et l'ozone, sont des facteurs favorisants du cancer, des cancérogènes. Parce que ce sont des irritants, et les irritants favorisent l'effet des autres cancérogènes. Donc vous pouvez n'avoir jamais fumé et avoir un cancer du poumon,
du fait de l'exposition à la pollution atmosphérique, comme vous pouvez très bien n'avoir jamais aucune maladie. C'est le fait que l'on est, du fait de notre génome individuel, jamais égaux devant la maladie. Donc on ne peut raisonner que de manière globale et statistique pour dire quels sont les effets de la pollution. Alors comment peut-on les mesurer? Alors on peut les mesurer, je dirais, par comparaison entre populations, c'est-à-dire entre populations exposées et non exposées. Par exemple, on sait que chez les femmes qui sont exposées à la pollution atmosphérique, on aura un risque plus important de pathologie de la grossesse, que ce soit des avortements spontanés, des petits poids de naissance, enfin, et d'autres. Et puis il y a ce qu'on appelle les effets cocktails, c'est-à-dire il n'est pas possible qu'il y ait des biais, parce que par exemple, vous prenez l'exemple d'une femme enceinte qui habite à proximité du périphérique, qu'elle respire naturellement ces hydrocarbures polycycliques, enfin dans les particules fines, mais elle a peut-être d'autres causes qui pourraient provoquer chez elle une pathologie. Alors il y a un petit peu un problème de trouver la source. Alors c'est aussi, je pense, la notion de l'exposome, c'est-à-dire tout ce à quoi on est exposé toute sa vie durant. Et ça, c'est assez difficile déjà à établir individuellement. On peut établir une concomitance. Alors c'est ce qu'on appelle les facteurs de confusion. C'est-à-dire que quand vous êtes exposé à un facteur, vous pouvez être exposé à d'autres facteurs qui pourront avoir un effet comparable. Donc il faut arriver à isoler les facteurs de confusion, ce qui est un calcul qui doit être fait aussi de manière statistique, mais il est évident que c'est compliqué d'évaluer quels sont tous les facteurs de confusion, puisque vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui fume, quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui fume, donc et tout ça doit être calculé en termes de facteurs de confusion. C'est comme les gens qui vivent à côté d'une ligne à haute tension et qui disent que la ligne à haute tension va avoir tel ou tel effet sur leur santé, mais vous avez les mêmes qui vivent avec une ligne à haute tension qui est à 50 cm sous leurs pieds, ils ne la voient pas. Ils ne vont pas avoir l'idée de dire que c'est cette ligne à haute tension qui est à 50 cm sous leurs pieds qui est responsable de leurs maux. Enfin bon, vous avez un certain nombre de... Comment est-ce qu'on s'en sort, en fait? Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort, je dirais, par des moyens de calcul statistique, c'est-à-dire qui sont toujours imparfaits. C'est-à-dire qu'un calcul statistique, il sera toujours grossier. Grossier, mais il donne toujours des ordres de grandeur. Par exemple, on avait fait avec une équipe de l'INSERM un calcul, c'était en 2015 qu'on avait publié ça, un calcul du coût de la pollution atmosphérique sur la santé en termes de dépenses de santé. Et on était arrivé, alors en prenant toutes les pathologies qui sont susceptibles d'être en rapport avec des pathologies respiratoires. Et vous les agrégez pour obtenir un coût global. Oui, enfin on les agrège pas, on les sépare bien. Et pour chacune de ces pollutions, on va calculer ce qu'on appelle un risque attribuable, c'est-à-dire quel est, d'après l'ensemble des publications scientifiques existantes, quel est le pourcentage de cas susceptibles d'être liés à la pollution atmosphérique. Et là, on s'était occupé juste des maladies respiratoires, parce que c'était celles qui sont les plus visibles, en quelque sorte, en termes de pollution atmosphérique. Et puis, pour chacune des maladies en question, on avait fait un calcul, qui était un calcul de coût, sachant que pour chacune des pathologies, on sait calculer les dépenses de santé, je dirais grossièrement, parce qu'on n'a pas tout. Oui, mais c'est très confus. C'est-à-dire, vous avez des cancers qui coûtent extrêmement cher en traitement. Est-ce que vous avez... Oui, mais ça, on a des valeurs moyennes pour ça. Parce que si vous voulez, une chose qui est beaucoup moins conflictuelle, c'est par rapport au coût, c'est la diminution de la durée de vie. Oui, mais la diminution de la durée de vie, on n'en avait pas tenu compte là-dedans. On avait pris seulement les dépenses de santé. Les dépenses de santé. Ça, parce que c'est quelque chose qu'on sait évaluer, mais grossièrement, parce que on n'a pas toutes les dépenses de santé. On peut pas avoir tout, parce qu'il y a des dépenses de santé qui ne sont pas payées par l'assurance maladie. Il y a des dépenses de santé qui ne sont pas répertoriées. On arrivait juste sur les pathologies respiratoires à un coût qui est de l'ordre de 1 à 2 milliards d'euros par an en pathologie émergente. C'est-à-dire que la pollution atmosphérique sur les pathologies respiratoires coûterait chaque année en supplément 1 à 2 milliards d'euros.
Bon, on a quelque chose qui en supplément par rapport à la non-pollution. Par rapport à la non-pollution, et c'est un phénomène additif parce que chaque année, ce sont les cas émergents, les nouveaux cas. Mais comme vous le voyez, on est à 1 à 2 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est une estimation, même en essayant d'être le plus juste possible, c'est une estimation qui ne va pas se faire comme certains le voudraient à l'euro près. On est dans des ordres de grandeur. Et c'est la même chose pour toutes les études épidémiologiques qui ont été faites sur le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique. Alors, Santé publique France, en 2016, avait dit 48 000 cas en se fondant sur les PM2,5, c'est-à-dire qu'ils n'avaient travaillé que sur les PM2,5. Ils avaient dit 48 000 décès par année en 2016. L'European Journal of Cardiology, qui lui avait pris en compte un nombre de pathologies plus larges, arrivait 2 ans après à 91 000 décès en France. Enfin bon, tout dépend comment on fait ces calculs, tout dépend quels sont les polluants que l'on prend en compte, et tout dépend quelles sont les pathologies que l'on prend en compte. Alors justement, ce qui est, si vous voulez, c'est un sujet intéressant. Qui est très controversé parce que, si vous voulez, je cite en particulier un rapport de la Commission européenne basé sur les statistiques de 97 qui cite 42 000 morts. Et par contre, vous avez tout un article du Monde qui discute ces questions et qui aboutit à des chiffres bien inférieurs. Alors, ce qui est en plus compliqué par ce que vous venez de dire, c'est que ces chiffres se prennent les particules d'O5, mais ne prennent pas les particules ultra fines. Non. Alors c'est donc, on est un peu dans le flou total. On est dans le flou total, et en fait, à chaque fois qu'on essaie d'affiner les résultats, on trouve que les résultats sont bien plus inquiétants que ce qu'on attendait. Et puis, si on ajoute le NO2, si on ajoute d'autres choses, c'est aussi, je pense qu'il y a une question aussi de différence de composition chimique. Alors on l'a rappelé sur les particules fines avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont donc les résidus des combustions incomplètes, et donc qui forment des molécules aromatiques comme des atomes à base de benzène, enfin des molécules à base de benzène qui sont cancérigènes avérées pour l'homme. Après, il y a tout un tas d'autres produits chimiques qui sont pas forcément suivis ou pas forcément répertoriés, mais qu'on va retrouver, notamment par exemple les produits phytosanitaires, les pesticides, qui, même s'ils sont appliqués sur des champs à plusieurs dizaines de kilomètres d'un centre-ville, vont quand même pouvoir être mesurés sur une station qui va se situer à Paris ou sur une station qui va se situer dans une grande ville. Et donc je pense qu'il faut pour connaître vraiment l'impact sanitaire des particules fines, il faudrait aussi tenir compte un petit peu de cette composition chimique qui est extrêmement complexe, qui peut contenir des dizaines et qui varie énormément en fonction des lieux, et on peut avoir quelques dizaines ou quelques centaines de polluants chimiques différents sur ces particules, et donc avec encore une fois parfois des toxicités qui sont je dirais identifiées, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et puis d'autres pour lesquelles on n'a aucune idée. Et puis ensuite il y a toutes ces questions en effet sur les effets cocktails qui sont aujourd'hui je dirais assez peu étudiés et assez difficiles à étudier, et qui peuvent montrer qu'il y a des effets synergiques, c'est-à-dire que les lois des mathématiques pour ça ne s'appliquent plus. C'est un petit peu comme si on disait 2 + 2 = 10, puisque la toxicité résiduelle d'un mélange de polluants peut être beaucoup plus supérieure à la somme des toxicités individuelles prises séparément pour chacun des polluants. Alors il faut également voir que l'indicateur à retenir est très discutable. C'est-à-dire que comment attribue-t-on un nombre de morts aux particules? Alors par exemple, on peut attribuer des espérances de vie. Alors des espérances de vie. Selon Le Monde, qui date de 2021, un article, je pourrais vous le communiquer, eh bien, en fait, l'étude la plus récente, c'est celle du programme européen AFECOM, qui a été reprise par un rapport de l'Institut national de veille sanitaire en 2012. Il passe au crible 25 villes de l'Union européenne, dont 9 françaises.
Et les experts ont conclu à des espérances de vie réduites. Alors, il faut savoir que l'espérance, c'est pas l'espérance à la naissance, c'est l'espérance à 30 ans. À 30 ans. Parce que si vous voulez, sinon on mélange tout avec la mort des prématurés. Bon, alors ils disent des espérances réduites à 30 ans de 3,6 à 7,5 mois selon les villes. Et selon cette étude, ce sont 2900 morts prématurées par an dues aux particules fines, si simplement les concentrations annuelles de PM2,5 respectaient la valeur guide de l'OMS, qui est 10 microgrammes par mètre cube. Alors c'est très compliqué tout ça, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une espèce de flou total, et ce qui serait donc intéressant, c'est que selon vous, docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faut, c'est affiner les méthodes épidémiologiques. Effectivement, l'étude AFECOM, elle a 10 ans. Elle a même plus de 10 ans, puisqu'elle avait été publiée, enfin, les résultats avaient été publiés il y a 10 ans. On affine progressivement les moyens d'étude. Mais en affinant les moyens d'étude, on s'aperçoit que l'on peut avoir de plus en plus d'interrogations, parce que on trouve des effets cocktails, effectivement. Au départ, on étudiait un paramètre, les PM2,5. Puis maintenant, on s'aperçoit qu'il faut utiliser l'effet de ce paramètre avec d'autres polluants. C'est-à-dire la composition chimique aussi. Et la composition chimique. Et en fait, on a quelquefois des effets non pas additifs, comme il a été dit, mais des effets multiplicatifs. Donc, en affinant la connaissance, on arrive progressivement à, mieux cerner le risque et le nombre de cas, de décès, de tout ce qu'on veut. Mais par exemple, sur la composition de ces particules, surtout celles qui sont issues des véhicules diesel, est-ce qu'il ne pourra pas y avoir des effets dits de perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens, c'est la réaction n'est pas proportionnelle à la dose, et c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des effets beaucoup plus graves pour des petites doses que pour des doses très importantes. Alors c'est une question qui avait été soulevée pour les composés radioactifs, par exemple. Mais ça, je peux pas vous répondre parce que je suis pas spécialiste du sujet de ce sujet-là. Sur les perturbateurs endocriniens, donc c'est un effet qui va avoir donc des actions sur les messages hormonaux. Donc dans l'organisme, on a, je dirais, grosso modo 2 types de messages. Le premier, c'est le message nerveux qui est extrêmement rapide et fait par par toutes les cellules nerveuses. Et ensuite, on a un message chimique qui est beaucoup plus subtil, qui est fait par les hormones. Donc les hormones sont des messagers chimiques qui vont être produites dans les glandes endocrines, qui vont ensuite être diffusées par la circulation sanguine pour venir au contact des cellules et activer certaines fonctions des cellules au niveau de récepteurs cellulaires qui sont extrêmement spécifiques de ces hormones. Donc il faut savoir que les hormones au sein de l'organisme, au sein de la circulation sanguine, c'est des concentrations qui sont extrêmement faibles, de l'ordre du nanomol, du nanogramme par litre de sang, et que une variation d'une concentration dans le sang d'une hormone, d'un facteur 2, peut induire une réponse cellulaire de 0 à 100%. Et donc tout ce qui va avoir une interaction avec la production, le transport ou l'expression des hormones va avoir un caractère perturbateur endocrinien. Et donc avec des effets sur le dysfonctionnement cellulaire. Et donc des effets qui sont supposés sur notamment la puberté, l'humeur, tout ce qui va affecter finalement le fonctionnement des hormones, que ce soit des hormones sexuelles, des hormones thyroïdiennes, et donc tout ce qui est maladies endocrines qui sont un petit peu aujourd'hui un petit peu plus fréquentes.
On pense notamment puberté précoce, notamment, qui peuvent être ou troubles de la reproduction qui peuvent être liés à ces propriétés de perturbateurs endocriniens. Alors c'est quelque chose qui aujourd'hui est très controversé. Non, c'est pas très controversé. C'est controversé au niveau de la Commission européenne, parce que la Commission européenne ne veut pas reconnaître les aspects spécifiques des perturbateurs endocriniens. Moi je veux bien, mais quand on va prendre le cas du Distilbène, qui est un produit chimique qui avait été donc donné aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches dans les années 65-70, me semble-t-il. Et qui a des effets à la deuxième génération. Avait des effets, même deuxième, troisième ou quatrième génération. On commence à avoir un peu plus de recul là-dessus. C'est une substance chimique qui n'est pas une hormone. Pourtant, elle a un effet hormonal. Donc, l'effet perturbateur endocrinien existe. Après, aujourd'hui, on fait aussi des hormones de synthèse. Donc, elles ressemblent à des hormones. C'est pas des produits naturels. Pourtant, elles ont un effet sur les hormones, les pilules contraceptives, hormones contraceptives de synthèse. Et donc ça a un effet sur les mécanismes hormonaux. Donc c'est le Distilbène. Donc à l'époque, moi j'avais suivi une des conférences d'André Picot, qui est toxicologue et qui lui à l'époque travaillait pour Roussel-Uclaf, et donc la société chimique qui avait produit le Distilbène, et tout simplement ils avaient le choix entre deux molécules pour ce produit. C'est d'un côté le Distilbène et de l'autre côté le bisphénol A. Donc on savait par exemple depuis des années, depuis 40 ans, que le bisphénol A avait bien des effets œstrogéniques et des effets au niveau perturbateur endocrinien. Écoutez, c'est le moment de nous interrompre pour le Bobino de Radio Courtoisie. La radio fait sa publicité. Vous remarquerez que le temps imparti à la publicité est très faible, mais il faut quand même la faire, je vous en. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bon, alors est-ce que vous voyez que c'était pas très long par rapport aux radios commerciales qui inondent les gens sous la publicité? Nous sommes très modestes. Alors, je voudrais un petit peu essayer de recentrer l'émission, parce qu'à la fin, on ne va plus rien y comprendre. Parce que si vous voulez, en gros, vous avez des mesures qui sont inadaptées, où on mesure simplement la masse des différents types de particules, et pas complètement, c'est-à-dire qu'on oublie les particules ultra fines et extrêmement fines, on se limite aux particules de 2,5 et 10 pour simplifier, les grosses et les petites, et on oublie les ultra fines qui, elles, pourraient avoir un effet beaucoup plus important. Alors, maintenant, essayons peut-être, Vincent Péné et le docteur Gilles Dixot, d'essayer de voir l'origine de ces particules. Alors, toujours dans cette étude qui a été reprise par Le Monde, et en fait, il disait que ces particules proviennent, ça dépend des zones, mais les émissions de particules fines, c'est-à-dire 2,5, proviennent à 21% de l'agriculture, du chauffage domestique à 34%, de l'industrie à 31%, et des transports à 14%. Et cette proportion varie énormément parce que dans les villes, c'est pas la même non plus. Est-ce que ces chiffres vous paraissent réalistes? Alors, je dirais que ce sont des valeurs d'il y a 10 ans. Et ce ne sont plus les valeurs d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les valeurs d'aujourd'hui? Alors, si on prend un exemple, dans une ville comme Paris, on s'aperçoit que la part des particules liées au chauffage au bois est beaucoup plus importante. Mais il y a encore du chauffage au bois à Paris? Il y a encore un peu de chauffage au bois à Paris, mais il y a surtout beaucoup de chauffage au bois autour de Paris, dans les banlieues, et surtout dans la grande couronne autour de Paris. Alors vous parlez du chauffage d'agrément, c'est-à-dire que les gens qui font brûler de temps en temps une bûche dans leur cheminée, et ceux qui utilisent des poêles à pellets, c'est pas la même. Ça donne la même chose à peu près. Oui. Le chauffage au bois est un très gros fournisseur de particules ultra fines, de fines et ultra fines. Alors même les chaufferies industrielles au bois. Or on va
actuellement, on tend à développer le chauffage au bois pour des avantages hypothétiques en termes climatiques qui sont d'ailleurs pas du tout démontrés. Mais ce chauffage au bois, ça c'est un travail d'Air Paris qui date d'il y a 2-3 ans, qui montrait que sur Paris, à certaines périodes, on pouvait avoir 50% des particules qui sont liées au chauffage au bois dans Paris, parce qu'il y a des gens qui font brûler leurs bûches de temps en temps, mais surtout le chauffage au bois autour de Paris, dans la couronne parisienne. Et ça, autrefois, on n'y faisait pas attention, parce que ce sont surtout des particules très fines, ultra fines et ultra fines. Donc, il y a d'autres sources de pollution qui apparaissent maintenant et que je dirais pas que l'on découvre, mais que l'on commence à mesurer. Par exemple, les particules liées aux pneumatiques des véhicules. On a des véhicules qui sont d'une part de plus en plus lourds, puisque autrefois les véhicules faisaient moins d'1 tonne, et maintenant quand on prend des véhicules électriques qui font 2,5 tonnes, et des pneus de plus en plus larges. Plus les pneus sont larges, plus les véhicules sont lourds, plus ils produisent de particules de frein. Ce sont des particules attendez, vous avez les particules de frein et de pneus. De pneus et de frein. Oui. Les deux. Alors, les particules de frein, c'est la particule nanométrique métallique, c'est 20 nanomètres, enfin. Et puis, les particules de pneus, ce sont aussi des particules nanométriques, mais de microplastique, qui vont se retrouver partout, et qu'on va retrouver dans l'eau, après, parce que ça va être lavé par la pluie, et on va retrouver ça un peu partout. Et comment faire pour lutter contre cette pollution microplastique liée aux pneumatiques, mais qu'à l'époque, il y a 10 ans, on ne mesurait pas, on s'en intéressait pas. On n'avait pas forcément conscience. Non, on n'avait pas conscience. Il y avait quand même, pour les freins, il y avait le problème de l'amiante. Mais ça, c'était c'était bien avant, puisque l'amiante dans les freins... C'est un autre cancérogène. C'est un autre cancérogène. Oui, mais ça existait à dose massive. Enfin. Oui, ça existait, mais comme il y avait le monoxyde de carbone dans les rues lié aux voitures essence. Tout ça, ce sont des choses qui ont disparu. Maintenant, la pollution ultra fine liée à la fois aux freins et aux pneus, c'est quelque chose que l'on semble découvrir, mais on s'aperçoit que finalement, c'est un problème qui est pas du tout négligeable, et qui est de moins en moins négligeable du fait qu'on a des voitures qui sont de plus en plus lourdes, avec des pneus de plus en plus larges. Alors vous parlez des voitures, mais il y a aussi le métro. Il y a aussi le métro. Le métro, c'est un petit peu différent comme situation, parce que dans le métro, il y a une pollution particulière qui est extrêmement importante, et qui est pas vraiment traitée. C'est une pollution particulière ultra fine. Dans le métro, quand on fait des mesures de concentration particulière, on trouve des particules métalliques avec un pic à 26 nanomètres. Donc c'est vraiment du tout petit. Alors ça, c'est dû au freinage. C'est dû au freinage des métros et à l'usure des rails, à l'usure des roues, l'usure des rails, le freinage. Métal contre métal, d'où les particules. Métal sur métal. Et puis il y a un autre facteur qui joue dans le métro parisien, c'est le ballast. Le ballast, ce sont des cailloux. À chaque fois que le métro passe, les cailloux vibrent. Ils vibrent entre eux. Ils s'usent entre eux. C'est pour ça qu'il faut changer le ballast régulièrement, parce que le ballast s'use. Et quand le ballast s'use, il produit des particules. Et à chaque fois que le métro passe, il ressoulève les particules qui vont se retrouver. Quand on a un métro qui entre en station, on voit un pic particulier. Oui, c'est-à-dire ça ramasse des poussières qui s'étaient déposées. Oui, les poussières qui s'étaient déposées, se remettent en suspension. Dans le métro, on a une concentration particulière qui était extrêmement élevée, donc avec d'une part des concentrations de particules métalliques très fines, ultra fines, liées au freinage et à l'usure métal sur métal. Et puis on a les particules qui sont liées à l'usure du ballast, qui sont ça dépend de ce qu'on a utilisé pour faire le ballast. Donc on découvre comme ça progressivement d'autres sources de pollution dont on n'avait pas vraiment conscience. On en est encore, par exemple pour le contrôle technique des voitures, à mesurer le CO dans le contrôle technique des voitures, le monoxyde de carbone. Alors c'est clair que c'est quelque chose qui c'est négligeable par rapport au reste. C'est quelque chose qui n'existe plus depuis qu'on a mis des pots catalytiques. Le CO, c'est une combustion incomplète, quoi. Oui, mais depuis qu'on a mis des pots catalytiques sur les voitures à essence, le problème du CO n'existe pratiquement plus. Or, le contrôle technique des véhicules automobiles, en termes de pollution, il mesure quoi ? Uniquement le CO, c'est-à-dire un truc d'il y a 30 ans.
Puisque les pots catalytiques sur les véhicules essence, n'oubliez pas que ça a été rendu obligatoire, je crois que ça devait être en 92, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc on mesure dans le contrôle technique auto, en termes de pollution, quelque chose qui n'existe plus depuis... Et peut-être combien de voitures sont hors critères vis-à-vis de ce... Après, je sais pas, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Mais alors que en termes de pollution automobile, il y a la pollution par le NO2, il y a la pollution par... Alors, pour les véhicules diesel, on mesure les fumées noires pour le contrôle technique. Mais les fumées noires, ça concerne les véhicules diesel d'avant les filtres à particules. Donc, pareil, on mesure quelque chose qui date. Donc, il était prévu, la Commission européenne avait prévu pour les véhicules un contrôle technique qui soit un peu affiné avec ce qu'on avait appelé le contrôle technique 5 gaz. Eh bien, le contrôle technique 5 gaz, il a jamais été mis en œuvre parce que on n'était pas sûr que beaucoup de voitures pourraient passer. Oui. Mais en fait, il faut toujours trouver un compromis entre l'utilité d'avoir un véhicule. Alors, si vous voulez, là-dessus, on pense toujours à la région parisienne, mais il faut penser à tous les gens qui habitent à la campagne et pour qui l'utilisation d'une voiture est quelque chose d'indispensable, ne serait-ce que pour se déplacer, pour aller s'alimenter. Oui, tout à fait. On n'est pas non plus à la campagne sur les mêmes fréquentations en termes de circulation que les métropoles. Oui, je m'en doute, mais le contrôle technique est le même. Oui. Mais en fait, les conditions d'usage d'un véhicule en zone rurale ne sont pas du tout les mêmes que les conditions d'usage d'un véhicule en zone urbaine. Je vais prendre un exemple de dépollution. Si vous avez un véhicule diesel moderne avec les systèmes de dépollution NO2, c'est ce qu'on appelle le système SCR qui utilise la l'AdBlue. La l'AdBlue, c'est de l'urine, en fait. Oui, enfin, c'est pas tout à fait. Non, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est de l'urée industrielle, voilà. À 32%. Qui dépollue les gaz d'échappement. Qui dépollue les gaz d'échappement à une condition, même à plusieurs conditions. La première condition, c'est que le catalyseur ait atteint une température minimum de 190 degrés. Ça commence à dépolluer lorsque le catalyseur atteint 190 degrés et ça dépollue bien quand le catalyseur a atteint 250 degrés. Ça veut dire que, en fait, les gens qui se servent de voitures diesel avec de la l'AdBlue, ça ne sert à rien s'ils font des petits déplacements. Tout à fait. Ça ne sert à rien s'ils font des petits déplacements. Leurs voitures ne sont pas dépolluées parce que ça dépollue, ça commence à dépolluer de façon réellement efficace au bout de 5 ou 10 km. Donc en ville, ça ne dépollue pas. En plus, ces systèmes sont shuntés. La Commission européenne avait donné un accord là-dessus. On dit pour pas casser les moteurs, lors des pics de température, lorsque la température dépasse une valeur de, par exemple, de 30 degrés, ça dépend des constructeurs automobiles, on shunte le système. C'est-à-dire que lorsque l'on a besoin de la dépollution la plus efficace en NO2 sur un véhicule diesel, c'est-à-dire que lorsqu'on a un pic de canicule, c'est là que ça ne fonctionne plus. C'est inextricable. Alors comment faire? Oui, c'est un tas de petites choses. C'est-à-dire, vous avez défendu, docteur Dixot, j'ai lu quelques-unes de vos déclarations, mais vous êtes en face de moi, donc vous allez me dire si vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Vous étiez partisan de l'interdiction complète du diesel en ville. Tout à fait. Bon, alors, ceci, si vous intéresse beaucoup de gens, peut-être que vous pourriez appuyer votre propos. L'explication, elle est extrêmement simple, c'est ce que je viens de vous dire. Un véhicule diesel en ville qui fait des petits trajets en ville, n'est pas dépollué. Il émet du NO2 en très grande quantité. Alors, on peut aussi parler au passage des véhicules diesel truqués, le fameux Dieselgate de 2015, où on avait des émissions de NO2 qui atteignaient 40 fois les valeurs limites, parce que le système de dépollution était shunté. C'est-à-dire qu'il était conçu pour vérifier le contrôle technique uniquement dans les conditions du contrôle technique et en dehors des conditions du contrôle technique. C'était même pas les contrôles techniques, c'était les conditions d'homologation du véhicule au départ. Oui.
tests réalisés en laboratoire et dans des conditions bien strictes, définies par des normes. Oui, à 23 degrés. Et ça, c'est-à-dire que c'était uniquement lors des conditions d'homologation du véhicule que ça fonctionnait. Alors, aux États-Unis, ces véhicules diesel ont été interdits de circulation et retirés tous de la circulation. Mais ça dépend où quand même. Aux États-Unis, partout. Oui, partout. Non. Oui, aux États-Unis, tous ces véhicules ont été interdits. Les véhicules du Dieselgate. Oui, ils ont tous été retirés. En Europe, ils circulent toujours. Oui. Peut-être que pour faire avancer les choses, il faudrait donc aujourd'hui, les associations de surveillance de la qualité de l'air surveillent réglementairement les PM10. Puis il y a quelques années, on commençait à mesurer les PM2,5. Donc il faut préciser que dans le terme PM2,5, donc c'est toutes les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Donc ça englobe aussi les particules ultra fines et les nanométriques. Les particules nanométriques, si on les mesure en poids, ça ne sert à rien, puisque par définition, ces particules n'ont pas de poids. Elles pèsent pas grand-chose et elles contribuent pas énormément dans la mesure. Le mouvement brownien de ces particules, puisqu'elles ça relève d'un mouvement brownien, par définition, ces particules n'ont pas de poids, puisqu'elles sont agitées d'un mouvement brownien. Donc on nous dit les particules nanométriques sont dans les PM2,5. Ma réponse c'est non, puisque elles n'ont pas de poids. C'est de la physique. Alors donc, en fait, on est dans une situation où les mesures d'Air Paris et autres et les normes de l'OMS, les normes européennes, sont totalement inadaptées. Et en fait... Elles sont insuffisantes. Je ne dirais pas qu'elles sont inadaptées, mais elles sont insuffisantes. Sont insuffisantes. Mais bon, alors ça veut dire que c'est une vision très noire des choses que vous développez là, docteur Dixot. C'est pas une vision noire, c'est une vision, je dirais, réaliste, parce que on a une pollution en fait qui évolue. On nous dit la pollution s'améliore. Il y a des pollutions qui s'améliorent. C'est-à-dire si on raisonne comme Christian Gérondeau, si on regarde la pollution à Fontainebleau il y a 10 ans, et bien si on regarde la pollution mesurée selon les mêmes critères à Paris, eh bien, ça correspond à Fontainebleau. Mais vous dites essentiellement que que les mesures sont fausses, qu'il faut reprendre toutes ces mesures d'une autre façon, que ça ne tient pas compte des nanos, enfin des particules ultra fines, et que ceci n'est pas pertinent. C'est à peu près ça. Je résume. Oui, c'est-à-dire que c'est pas pertinent en termes d'effet sur la santé. Bon. Alors maintenant, si vous voulez, on pourra jamais sauver les gens complètement. Vous aurez toujours des fumeurs, vous aurez toujours des gens qui feront du feu dans leur cheminée pour sentir l'odeur du feu de bois. Qui, si vous voulez, vous avez des gens qui apprécient la fumée du tabac, mais vous avez aussi des gens qui apprécient l'odeur d'une bûche qui brûle dans la cheminée. Oui, c'est plein de composés organiques volatiles. Oui, c'est pas très sain du point de vue de la santé. Si on fait ça, et si on respire, si on fait comme les Indiens, c'est-à-dire si on fait des brûlis avec des crottes de chameau, eh bien, on s'en prend plein le nez et plein les poumons. C'est une des problématiques soulevées par l'OMS au niveau de la cuisine dans les pays en voie de développement, où les pathologies respiratoires sont quand même... Alors même la cuisine au gaz, eh bien, si vous voulez, ça serait certainement meilleur pour la santé de faire des plaques d'induction. Je veux dire par là que... la cuisine au gaz produit un peu de NO2, mais bon, c'est quand même moins... C'est quand même pas grand-chose. Moins délétère que la cuisine avec effectivement de la pousse de vache. Bon, alors maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il faudrait faire, en gros ? Moi, je pense que déjà, il faudrait inclure dans les mesures au niveau des associations de surveillance de la qualité de l'air, peut-être ces particules fines, les PM1, regardez les PM01. Les particules ultra fines. Les particules ultra fines en termes de quantité, ou de masse ou de nombre de particules. Je me dis, il faut quand même arriver à un compromis entre la simplification des normes et leur applicabilité. C'est-à-dire que vous avez développer l'argument que les particules fines, ultra fines et grossières étaient d'origine extrêmement différente, extrêmement hétérogène, et qu'il n'y avait pas de commune mesure entre une parcelle de sable saharien, mettons, du point de vue de la toxicité, et une particule fine qui vient d'un moteur diesel. C'est pas la même chose, c'est pas le même effet. Alors, si vous voulez, je comprends tout à fait
l'OMS ou les autorités européennes qui cherchent à dire on va trouver un critère qui soit pas trop compliqué et on va essayer de s'y tenir. Mais ce critère est inadapté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Moi, je vous pose la question. Déjà, ne pas exposer la population. Ne pas exposer la population, et ça, on sait faire. Alors ça reviendrait à interdire les automobiles dans les villes, pratiquement. Non, pas forcément. Je vais prendre des exemples. Si vous regardez les cartes, même les cartes modélisées d'Air Paris en termes de particules, en termes de NO2, on voit que la pollution se concentre en grande partie sur les grands axes dans une grande ville, sur les grands axes de circulation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que la pollution particules ultra fines et oxyde d'azote est beaucoup plus importante à l'intérieur d'un véhicule qu'à l'extérieur. On sait aussi que ça veut dire que le conducteur est plus exposé. Le conducteur est beaucoup plus exposé que les gens qui sont à l'extérieur. Mais ça, c'est pas une nouveauté. On sait ça c'est quand même intéressant à savoir. C'est un milieu confiné. C'est un milieu confiné, et par rapport au métro, est-ce que c'est plus dangereux de rouler en voiture que d'être... C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes... Oui. Il y a beaucoup de NO2 dans les voitures, parce qu'en fait, il faut pas oublier une chose, c'est que votre prise d'air dans votre voiture, elle est juste derrière le pot d'échappement de la voiture qui est devant. Donc, vous ventilez avec le pot d'échappement de la voiture qui est devant. C'est un peu ça qui joue, et plus c'est un milieu confiné. Donc, il faut un peu former la population à ne pas passer son temps dans les zones les plus polluées. Il y a une erreur considérable qui a été faite dans Paris, c'est qu'on a mis tous les stades pour faire du sport près du boulevard périphérique. C'est une énormité. C'est là que les jeunes, les enfants des écoles, des lycées vont faire du sport. Ils vont faire du sport le long du boulevard périphérique. S'il y avait un endroit où il fallait pas le faire, c'était bien là. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que c'était moins cher de le faire là. Donc on fait faire du sport aux gens près des zones polluées. Donc il faut que le public apprenne, et ça c'est très efficace en termes de diminution d'exposition, que le public apprenne à ne pas séjourner dans les lieux de confinement d'une part, et deuxièmement de confinement pollué, et puis aller faire son sport là où c'est moins pollué. Les gens qui courent avenue de l'Opéra, on a envie de leur dire suicide-toi autrement. Oui, mais c'est les mêmes pour les vélos. Enfin, oui, alors les vélos qui ont quand même respirent les gaz d'échappement de tous les véhicules. Oui, tout à fait. Mais le problème des vélos est un problème. En fait, c'est une question intéressante et importante, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, que dès qu'on s'éloigne du trafic d'une dizaine de mètres, la pollution diminue de manière considérable. Donc c'est une erreur fondamentale de mettre les pistes cyclables soit dans le trafic, soit à proximité immédiate du trafic. Les pistes cyclables, il faut les mettre à l'écart. Si on les met à 10 mètres du trafic, on divise par 10 le niveau de pollution. Ce sont des choses qu'il faut apprendre, qu'on connaît, mais que les pouvoirs publics n'appliquent pas. C'est-à-dire que apprenez à ne pas respirer dans le trafic, à ne pas respirer dans les zones polluées, et vous irez beaucoup mieux. Alors bon, si vous voulez, je m'attendais à ce que vous aboutissiez à des conclusions très simples, docteur Dixot, mais c'est que vos conclusions sont rendent le problème encore plus complexe pour moi qu'il l'était au départ. Si vous voulez, c'est un problème qui est inextricable en quelque sorte. Non, c'est pas un problème inextricable. Je dirais que c'est une somme de choses à faire. C'est une somme de choses à faire, et que l'on ne fait pas. Par exemple, moi, nous disons dans nos groupes, pas de diesel en ville. Le diesel sur l'autoroute, ça me dérange pas, mais pas de diesel en ville pour les raisons que je vous ai exposées. Deuxième chose, ça c'est facile en quelque sorte, c'est facile à faire. Mais attendez, il y a les voitures, mais il y a aussi les camions. Il y a les camions, mais les camions sont moins polluants que les voitures
pour une raison extrêmement simple que je vais vous expliquer. Il y a une étude finlandaise qui a été faite là-dessus il y a 2-3 ans qui montrait qu'un camion polluait 400 fois moins qu'une voiture en termes de pollution, de vraie pollution. Et il y a les autobus aussi. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais je vais vous expliquer pourquoi un camion pollue beaucoup moins qu'une voiture. Un camion diesel pollue beaucoup moins qu'une voiture diesel. C'est pour une raison simple, c'est qu'un camion, il fait pas des petits trajets et il a un système de dépollution qui est beaucoup plus efficace. Parce que sur un camion à 300 000 €, vous pouvez vous permettre de mettre un système de dépollution à 20 000 €, ce que vous pouvez pas vous permettre sur une voiture. Et le camion, en général, il tourne. Et donc son système de dépollution, il est tout le temps à chaud, donc il dépollue de façon efficace. Ensuite, vous avez en ville de plus en plus de camions à gaz. Il suffit de voir dans Paris beaucoup de services de livraison, les camions poubelles qui fonctionnent au gaz naturel. Donc ces camions sont très peu polluants. Alors même les camions diesel sont moins polluants que les voitures diesel. Les camions à gaz sont moins polluants encore moins polluants. Et ça, on sait faire. Dans les grandes villes, il y a énormément de camions de distribution qui fonctionnent au gaz. Et ça, c'est bon. Les Français ne se sont pas mis sur ce marché, hélas, mais ça existe et c'est très répandu à Paris. C'est-à-dire qu'il fonctionne au GNL. Il fonctionne même pas au GNL, il fonctionne au gaz naturel comprimé, au gaz naturel qui soit plutôt comprimé, parce que le GNL c'est plus compliqué parce qu'il faut faire le remplissage à moins 180 degrés, donc tandis que le gaz naturel comprimé c'est plus facile à manier. Le GNL c'est utilisé essentiellement sur les camions qui font de très longs trajets sur autoroute, parce que c'est parce que ça demande un remplissage avec beaucoup de sécurité. Alors, là encore, on peut aboutir à une question toute simple. Quel est le rapport qualité-prix de ces mesures? Si vous interdisez le diesel dans les villes, quel va être l'impact sur les émissions de particules fines? C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut très bien se dire c'est une mesure de santé, puisque les diesels qui font des trajets courts sont extrêmement polluants, mais est-ce que, si vous voulez, l'impact de cette mesure, si on interdit complètement les diesels, par exemple, dans les centres urbains, comme il y a Paris, Toulouse, Lyon, etc., est-ce que ça va apporter quelque chose de sérieux du point de vue de la santé publique, ou c'est une mesure cosmétique? Alors, c'est pas du tout une mesure cosmétique, puisqu'on a l'exemple du Japon. Il y a vingtaine d'années, le Japon a interdit les véhicules diesel partout. Il n'y a pas de véhicules diesel qui roulent dans les routes japonaises. Enfin, il y en a un petit peu, mais dans les villes, c'est interdit. Ça fait à peu près 20 ans. À la suite de l'interdiction des véhicules diesel, notamment à Tokyo, Osaka, au départ ils ont commencé par Tokyo, la mortalité cardiovasculaire a diminué de 21%. C'est-à-dire que vous avez une concomitance et en fait cette concomitance est parfaitement synchronisée avec... Elle est synchronisée avec avec l'interdiction des véhicules diesel. C'est-à-dire, Dr Dixot, vous avez bien observé que les relations de causalité sont très difficiles à établir, mais là, c'est sans ambiguïté. C'est sur un espace de temps très court. Enfin, ça diminue à la fois la mortalité cardiovasculaire et la mortalité respiratoire. Il y a une concomitance de deux phénomènes. Alors effectivement, les relations de causalité, c'est toujours très difficile. Oui, mais ça, c'est à peu près évident, d'une certaine façon. Ça semble évident. Mais on a un exemple de terrain. Alors attendez, quand même, je m'excuse, je parle à un médecin. C'est que, si vous voulez, le problème, c'est que vous interdisez le diesel, très bien. Ça veut dire que les particules toxiques émises par le diesel ne vont plus dans le poumon des gens. Est-ce que c'est suffisant pour provoquer immédiatement une baisse de la mortalité cardiovasculaire? Parce qu'on pourrait dire, ça serait concevable si ça avait lieu pendant une période de quelques années. Là, c'est immédiat, vous dites. Là, ça a été très rapide. Alors il y a eu deux phénomènes qui ont été observés au Japon. Il y a eu cette diminution considérable de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire, et puis il y a eu un effet considérable sur la propreté des villes, c'est-à-dire que le long des routes maintenant au Japon, vous n'avez pas toute cette noirceur que l'on a chez nous, et qui est en partie attribuable aux fumées noires des véhicules diesel. Alors il n'y a pas que ça. Bon.
Alors donc, votre recommandation, c'est d'interdire les véhicules diesel en ville, essentiellement. Tout à fait. Bon, et quoi d'autre? Alors, on a parlé tout à l'heure des véhicules de plus en plus lourds avec des pneus de plus en plus larges en ville. Mais là, vous prenez par exemple le cas des voitures électriques. Tout à fait. Les voitures électriques qui ont souvent de 500 kilos ou une tonne de batterie. Une tonne de batterie, ouais. Eh ben, c'est une hérésie. En ville, la voiture de ville, c'est une voiture légère. C'est une voiture légère qui va pas se promener avec une tonne de batterie pour produire beaucoup de particules de pneus et des particules de frein. Donc une voiture, elle est faite pour un usage maintenant. On peut dire qu'il n'y a plus de voiture à tout faire. Une voiture, elle est faite pour un usage. La voiture de route n'est plus forcément la voiture de ville. Et les petites voitures de ville électriques sont adaptées à la ville. Elles sont légères, elles sont peu polluantes en termes de pneus, de freins. Et c'est un peu ça qu'il faut développer. C'est-à-dire que l'argument pour les voitures électriques, c'est essentiellement ce que les écologistes donnent, c'est pour les émanations de CO2. Et là, en fait, c'est tout faux, parce que si vous voulez, le problème, c'est que d'où vient l'énergie. Bien sûr. C'est-à-dire que si en Allemagne, on utilise l'électricité fabriquée avec des centrales au lignite, eh bien, on fait une pollution très supérieure à celle qui viendrait de la combustion. Oui, de toute façon, quand on fabrique une Tesla, par exemple, on sait que rien que la production de la batterie représente la production en CO2 d'une voiture qui aurait fait près de 80 000 km. Donc, c'est ça, mais il y a pas que ça comme pollution. Oui. Il y a toutes sortes de pollutions. Mais donc, si vous voulez, je dis, il y a une espèce de. Par contre, c'est parfaitement concevable du point de vue de l'usage d'avoir une voiture électrique légère pour faire des trajets à l'intérieur de Paris, parce que ça ne pollue pas nécessairement. Oui. Mais si vous voulez, par contre, pour moi, j'ai tendance à considérer que, faisant un usage de la voiture sur des longues distances, que la voiture électrique est inadaptée. La voiture électrique est inadaptée pour les trajets longue distance, ça c'est sûr, parce que vous allez vous déplacer avec une voiture qui déplace une tonne de batterie et donc qui consomme de l'énergie. Sans parler du fait que la batterie a une durée de vie limitée. Oui. On parle de 8 ans. Même. Oui, et que ça coûte très très cher à remplacer. Donc la voiture électrique est longue distance est une voiture de riche. C'est clair. Oui, mais ça nécessite de s'arrêter toutes les 2 heures sur l'autoroute pour faire un plein qui coûte le même prix que... qui coûte plus cher maintenant. Puisque quand vous avez sur autoroute de l'électricité à 2 € le kilowattheure... Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, je prends l'exemple de Christian Gérondeau, vous pouvez discuter son opinion sur le fait que la pollution à Paris et à Fontainebleau est comparable, parce que ce sont pas sur les mêmes critères. Mais par contre, si vous voulez, là où il a quelque chose, il a un argument très solide, il dit voilà, imaginons le départ en vacances avec 10 000 véhicules à l'heure, qui au bout de 200 km vont tous devoir trouver une borne de rechargement, ce qui fait que ça crée un bouchon inextricable. Enfin, en quelque sorte, il faudrait que les gens soient très rationnels de ce point de vue. Alors c'est clair, et essentiellement ce que vous dites surtout, c'est qu'il n'y a pas les statistiques qu'il faut sur les particules ultra fines, qui sont celles qui sont les plus utiles à développer. En termes d'effets sur la santé, oui, on manque de données là-dessus. Alors le CNRS travaille là-dessus. Vous savez que le ballon qui est au parc Citroën est opéré par le CNRS et il y a dessus des capteurs qui mesurent les particules ultra fines en temps réel sur 300 mètres sur 300 mètres d'épaisseur de. Et donc, est-ce que vous avez accès à ces données ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, par exemple, pendant le confinement de 2020, on a vu des périodes de pollution extrêmement intenses en particules ultra fines, alors qu'on nous disait partout que la pollution était excellente. Oui, alors bon, on nage en plein délire, en quelque sorte. C'est le choix d'avoir aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, ces indicateurs de PM10 et PM2,5. Peut-être qu'il faudrait, si on se base sur ces indicateurs-là, la pollution, on voit qu'elle diminue et que la situation s'améliore. Et maintenant qu'on a aussi les connaissances
scientifiques sur la toxicité des particules les plus fines qui, il y a 10 ou 20 ans, n'étaient pas connues au moment où on a mis en place ces normes, quelque part. Donc faisons aussi évoluer la partie réglementaire pour pousser à mesurer ces particules ultra fines, qu'elles rentrent dans le contexte des objectifs de mission des associations de surveillance de la qualité de l'air. Et là, peut-être qu'on aura une image plus, plus approchante des impacts sur la santé, et qu'on pourra relier peut-être de façon plus forte l'un à l'autre. Et oui, et si alors, déjà on passe... Juste une chose, là, nous arrivons à la fin du premier battement de cette émission, donc ce que je vais vous demander, alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, et nous faisons une émission sur la pollution au quotidien. Et nous avons surtout parlé des particules fines, ultra fines et tout cela, venant des véhicules automobiles, par exemple en milieu urbain, mais il n'y a pas que. Alors, nous avons dans ce studio Monsieur Péné, le docteur attendez, je trompe. Le docteur... Gilles Dixot. Oui, parce que vous avez un nom avec une orthographe un peu compliquée. Le Dixot. Et Monsieur Péné, Monsieur André Dixot, pour parler de ce sujet. Alors, nous allons reprendre cette émission dans quelques minutes, après l'interruption médiane. Est-ce que vous avez, en 30 secondes, une conclusion sur cette première partie? Docteur Dixot? Alors, la conclusion, c'est que la pollution atmosphérique dont on a parlé est probablement un vrai souci de santé publique, mais que on ne l'évalue pas encore bien. Pas correctement. On ne l'évalue pas encore bien, pas correctement. On n'a pas encore les outils qu'il faudrait pour l'évaluer, et ça prête donc à discussion sur les effets, les résultats. Ça prête à controverse, Monsieur Péné. Moi, je dirais qu'il faudrait une évolution de la réglementation pour prendre en compte ces particules les plus fines et démocratiser finalement leurs mesures. Alors d'un point de vue technique, c'est quand même assez récent de mesurer les particules les plus fines. Donc mettons en place ces instruments de dernière technologie qui nous permettent de mesurer au plus près la pollution de l'air. Nous allons reprendre cette émission dans quelques minutes, mais j'avoue que je suis un petit peu secoué par le fait qu'on a des sources de pollution importantes, mais qu'on ne sait pas mesurer. Si on sait, mais on veut pas. On veut pas, non. Ça fait pas partie de la réglementation. Merci bien, à tout à l'heure, chers auditeurs.